Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce 5 novembre 2022. Ce numéro d'émission est consacré à un décryptage de l'actualité électorale au Bénin. Nous parlerons des dépôts des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Nous aborderons la polémique autour du quitus fiscal. Nous parlerons de la fiabilité de la liste électorale. Nous parlerons également de la confection des listes de candidatures, notamment les informations que nous avons à notre niveau en ce qui concerne la constitution des listes de candidatures, notamment au niveau des partis politiques de la mouvance. Si le temps nous le permet, nous essaierons de commenter le retour au bloc républicain de Karamatou Fagbon. Et pour en parler ce samedi, je reçois pour vous, chers amis internautes, Distel Amoussou. Il est consultant média communication, militant du parti politique Bloc républicain. J'ai avec moi sur ce plateau également Alain Adiou. Il est ancien ministre de la République, conseiller politique et membre du bureau politique du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Le troisième invité a pour nom Joël Ataï Guédégbé. Il est expert en gouvernance, analyste politique. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage, mais avant, je vous invite à suivre cette pub de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, cette capsule vidéo qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les campus de Cotonou, notamment à Kpakpa et à Gbedjomende, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Distel Amoussou. Bonjour. Bonjour Kader Achiro, bonjour amis internautes. À votre droite, j'ai Alain Adiou, ancien ministre, conseiller politique et membre du bureau politique de FCBE. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour cher ami, c'est moi qui vous remercie de m'avoir C'est pas facile de vous avoir par ces temps-ci. Oui, c'est vrai. Merci également à Joël Ataï Guédégbé qui a fait le sacrifice pour être à nos côtés ce matin. Merci. Mais non, c'est un plaisir. Et en plus de me retrouver des candidats, je suppose. Alors, Distel Amoussou, dites-nous comment vivez-vous cette période qui prépare l'élection législative, le scrutin du 8 janvier prochain? Plutôt bien, très bien j'allais dire, puisque déjà je constate qu'il y a eu un rajout sur ma présentation. J'avoue que c'est un poids. C'est un poids lorsqu'on est tenu de parler au nom d'une grande formation politique. Et je dois vous dire que c'est une période qui nous a permis de travailler d'arrache-pied et de constituer une liste de vainqueurs, une liste de gagnants, une liste qui a des caractéristiques exceptionnelles. Le bloc républicain, dans sa structuration et dans son fonctionnement, s'est donné des engagements internes. Ce qui nous a poussé à aller au-delà du quota légal fixé par
la loi en ce qui concerne la représentativité des femmes pour le scrutin du 8 janvier 2023. Là, vous parlez de la composition. Vous devez, de vous votre permettrez liste. de dire juste deux mots. Oui. Vous devriez donc constater que le Bloc républicain a environ 30% de femmes présentes sur sa liste. Et ça, vous tenez à le Et préciser. 45% d'hommes. C'est pour vous dire que nous De avons jeunes travaillé ou d'hommes? de jeunes, je veux dire, Oui. plus précisément, 45% de jeunes. C'est pour dire que la gérontocratie n'est pas de mise chez nous, mais nous avons pour principe de dire que nous devons tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. C'est pour cela que nous mettons un accent particulier sur la formation au militantisme. Merci à vous, Stella Mossou, pour cet oral. Je retourne vers vous, Joël Ataï-Guédébé. Dites-nous, comment appréciez-vous ce processus électoral actuellement en cours au Bénin? Non, déjà, il faut se féliciter de ce qu'il a été engagé, que les différentes parties prenantes y prennent leur part. Et même si sur la ligne d'arrivée, on ne risque pas de retrouver tout le monde. Je crois qu'il y a à peu près 8 listes qui ont fait la démarche sur une quinzaine de partis. C'est déjà intéressant. Pour moi, c'est relativement un gage ou l'assurance que le pluralisme serait de mise, en cas que pour l'électeur, d'une manière générale, l'offre sera assez large pour que chacun y trouve son choix. Et donc, ça voudrait dire également qu'on peut espérer une meilleure participation de l'électorat. On peut aussi espérer que la classe politique fera les efforts, les sacrifices qui s'imposent, qui se doivent d'être malgré les difficultés, malgré le parcours du combattant que certains éprouvent. Et il faut le dire, il faut vraiment le souligner. Ça n'a pas été une partie de plaisir pour la plupart des partis, même les mastodontes, même ceux qui semblaient être à la fête ont eu leur part de difficultés. Le temps venu, le moment venu, peut-être que les leçons vont être tirées pour améliorer le processus électoral. Parce qu'il ne manque pas d'écueils, il ne manque pas non plus d'impasse. Mais j'ose croire qu'il est substantiellement bien engagé. On va aborder cela dans un instant. Je retourne vers vous, Aléa Diou. Votre formation politique était la première à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Alors, dites-nous pourquoi vous étiez si près. Pourquoi on n'est pas... Nous avons mis 1 mois, et même un peu plus, pour travailler, depuis l'appel à la candidature jusqu'au dépôt. Et c'est toute une machine. Et quand il y a des insuffisances, des difficultés à un niveau, le patron, parce qu'on a un patron de l'élection, de la liste électorale, pardon, des candidatures. Ce patron, c'est qui? Non, je ne donne pas son nom, c'est pas nécessaire. Secret de laboratoire. Secret de laboratoire. Et on a tout un comité autour de lui. Et chacun avait sa responsabilité, sa partition à jouer. Au final, on était vraiment contents. On était déjà prêt 48 heures avant. Mais on a choisi de venir après le mardi, parce que le mardi était férié, c'était le 1er novembre. Donc on a choisi de ne pas déposer à la fin du mois d'octobre, mais le premier jour vraiment ouvrable de novembre. On est arrivé très tôt, enfin à 12h30. Donc on était vraiment prêt. Ce qui nous a permis de faire sérieusement le travail, et je tiens à le dire. Et d'être le premier à la Sénat? À féliciter ceux qui ont pris l'initiative, c'est le logiciel que la Sénat a mis à notre disposition, que la Direction générale des élections a mis à notre disposition. Et nous avons utilisé ça réellement. Et ça nous permettait de corriger à l'interne, j'allais dire, la qualité de nos propres dossiers, les pièces. S'il y a quelque chose qui manquait, je vais prendre juste un petit exemple. Nous avons eu un petit problème de CIP et acte de naissance. Une date du même mois, de la même année, mais la date a changé. La date différente sur le CIP et sur l'acte de naissance. Si ça va à la Sénat, ils vont constater et ça va poser problème. On a vu ça au dernier moment et on l'a fait corriger à la NIP. Donc le logiciel était très bien. Et on s'en est tenu à ça de façon scientifique, méthodique. C'était un professeur d'université qui a encadrer tout ça. C'était bien. C'était bien. Une petite digression, si vous me le permettez. C'est vrai que les amis internautes qui nous suivent en ce moment auraient bien voulu savoir, en tant que membre du bureau politique de FCBE, qu'est-ce qui s'est passé pour que le bureau politique refuse la collaboration avec restaurer la confiance d'Irina Gossa. C'est un grand sujet. Si vous me mettez en 30 secondes, 1 minute, ça va être difficile. Je vais y aller assez rapidement. Oui.
Le président de RLC, Irénée Agossa, a pris contact avec Paul Rompé, chef de file de l'opposition, pour aller le saluer, Pas discuter secrétaire avec exécutif lui, national. pour aller le saluer, discuter avec lui des questions de l'opposition. C'était le tout premier contact officiel. Après cela, quelques semaines après, peut-être une semaine et demie ou 2 semaines après, il est allé revoir le même Paul Rompé, mais cette fois-ci, Paul Rompé en tant que secrétaire exécutif national de FCBE. Et lui, président de RLC, son parti politique. C'était pour poser le problème de est-ce qu'on ne peut pas aller ensemble pour maximiser nos chances, etc. Pourquoi pas? Et on a eu 2 rencontres quasiment informelles comme ça. Excusez de vous couper, donc c'était une alliance déguisée ou... Non. Si vous me laissez, oui, allez-y. Je vais rappeler rapidement la chronologie. Donc, par 2 fois, il y a eu une rencontre presque informelle qui a permis aux uns et aux autres, Paul Rompé a été entouré de ses lieutenants les plus proches, Irénée Agossa est venu avec les siens, on a échangé pour voir un peu de quoi cela peut retourner. Et après, on lui a demandé, il vaut mieux appuyer tout ça d'une lettre formelle. Ce qu'il a fait. Après la lettre formelle, on s'est retrouvé au niveau du bureau politique, on a dit, ok, pourquoi pas. Il s'agissait à ce moment-là d'une mise ensemble, une liste commune, sans parler forcément d'alliance de fusion, parce que l'alliance est interdite par la loi. Et après ça, le 24 août, FCBE s'est déplacé. Une délégation conduite par Paul Rompé lui-même pour aller au siège national de RLC. Sur la confiance, oui. Et on a dit, oui, nous allons pouvoir faire quelque chose. Et on a mis en place un comité paritaire qui s'est mis à travailler dès le lendemain. 1 semaine. On a fait le travail. L'organisation interne du parti RLC fait que quand le comité paritaire finit de travailler, prépare son rapport, le rapporteur est pris là-bas, chez eux, le président est pris à FCBE. C'était une entente. Donc, quand le rapporteur est prêt chez eux, avant de nous envoyer le rapport, nous en tant que comité paritaire, le président de RLC et les autres responsables télescopent le rapport, rentrent dedans et imposent des corrections. On dit, mais non, mais ça ne se passe pas comme ça ne va pas se passer comme ça. Le rapport, c'est le rapport propriété entre guillemets du comité paritaire. Nous finissons, nous signons et nous envoyons ça officiellement au premier responsable. C'est arrivé une première fois, c'est arrivé une deuxième fois. Mais la deuxième fois, nous avons mis un forum en place, nous les membres du comité paritaire, on attendait le rapport, cette fois-ci le deuxième rapport, et à la place du deuxième rapport, qui a été télescopé, nous recevons 24 heures plus tard la lettre de suspension des négociations par RLC. Pourquoi? Parce que RLC dit, nous avons demandé ceci, nous avons demandé cela, vous n'avez pas donné, vous n'avez pas donné, etc. J'en viens. Rapidement. Et on a dit, c'est ça. Je crois qu'il a envie de réagir. D'accord. Et une suspension. On prend le temps, on répond, on dit, ok, nous prenons acte de votre volonté de suspendre, mais FCBE reste toujours ouverte. Les portes sont ouvertes. Donc, on pourra toujours reprendre les négociations quand vous le voudrez. 1 semaine, je ne sais pas combien de jours après, il relance. Mais en relançant, il est plus précis. C'est là que je réponds directement à votre question. Il dit, nous, RLC, nous avons demandé que notre président soit tête de liste dans la 6e circonscription électorale. Nous en faisons une condition préalable. Sans ça, rien n'est possible. Plus rien d'autre n'est possible. Mais avant, on avait déjà convenu de laisser à RLC 4 circonscriptions électorales. 15e, 17e, 21e, 24e, pardon, 15e, 17e, 21e, 24e. Et on a dit, la 6e, ce n'est pas possible, nous sommes en partenariat avec d'autres forces, donc ça va être difficile. Donc on n'était pas d'accord pour la 6e. Donc il revient et dit, c'est la 6e avant tout. On a pris le temps et le bureau politique a dit, si c'est ça qui est la condition préalable et que le bureau politique ne peut pas donner cela, eh bien, on en tire les conclusions. Alors, de là, on peut en déduire quoi, Dissela Moussou? Non, je vais peut-être rebondir sur un mot qu'a utilisé le ministre Adiou pour dire que le partenariat politique, moi, m'apparaît aujourd'hui comme une juxtaposition d'intérêts. Et je lis à travers l'exposé du conseil politique que les intérêts personnels ont prédominé sur les intérêts de la nation, les intérêts des 2 partis, et dire que c'est justement cette manière de tricher avec la loi
qui me pousse à faire la démarche qui consiste à souhaiter et appeler tous les acteurs politiques majeurs de notre pays à la sécurisation de nos réformes. Parce qu'avant RNC et FCBE, RLC. Je vais y arriver, RLC Restaurer la confiance. et FCBE, nous avons connu le drame politique qu'il y a eu entre l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique, qui pour moi reste une tricherie et une plaie énorme dans la réforme du système partisan. Pourquoi on parle de tricherie? Vous avez donc pu observer avec moi que la loi n'ayant pas disposé de façon rigide le cloisonnement qui devrait avoir entre les formations politiques pour empêcher, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la transhumance politique, on a dû forcer les choses, on a réussi à nous faire une annexion stratégique, donc nous l'avons avalé et je crois qu'il faudra penser sérieusement à la sécurisation des réformes du système partisan. Alors, Dissel Amoussou, est-ce que le fait qu'on ait pu enregistrer 8 partis politiques au niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat vous inspire le fait que le jeu est ouvert? Évidemment que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement béninois, est un démocrate. C'est un homme de paix qui n'a jamais voulu de l'exclusion d'un Béninois. Parce que le développement de ce pays va se construire avec tous les fils de ce pays. Il suffit seulement d'être en posture d'eux. Il suffit de ne pas avoir des querelles avec les institutions de la République, avec la justice, avec le fisc notamment. Ce que j'ai observé et toute la littérature que j'ai pu lire à travers la quête du quitus fiscal. La quête du quitus fiscal. Je vais y arriver, fiscal. Je dis que l'administration des impôts a reçu beaucoup de coups, mais malheureusement n'a pas les coudées franches pour se dédouaner. Voyez-vous, parce que... Pourquoi elle n'a pas les coudées franches, selon vous? Oui, parce qu'elle n'est pas autorisée à rendre publiques certaines informations concernant certains contestataires qui ne devraient pas. Nous avons connu, j'ai eu connaissance des cas où des gens n'ont pas pu payer les taxes pour leur propre véhicule sur plusieurs années. J'ai eu connaissance des cas où des gens ont déclaré des sociétés en faillite, mais les comptes professionnels de ces sociétés-là sont restés animés jusqu'à la dernière semaine. C'est pour vous dire qu'il y a de la tricherie qui devient notre café de thé. Il y a une interrogation et la sur pression qui est exercée sur la direction générale des impôts apparaît à mes yeux comme une pression pour les obliger à la faute ou à des omissions pour s'en prévaloir demain. Il y a une question qui apparaît sur la toile, c'est que qu'on comprenne par exemple que Dissel Amoussou n'ait pas obtenu son quitus fiscal. On peut comprendre que Dissel Amoussou peut-être a des maisons, a des véhicules et autres, mais il se fait que parmi les candidats, il y en a qu'on estime qu'ils n'ont pas en quelque sorte de biens, ou ils ne doivent pas réellement quelque chose au fisc, mais qu'on voit leur quitus fiscal être bloqué. Vous avez suivi par exemple l'opinion de l'ex-député Guido Fumitokwe. C'est une circonvolution de courte dimension de mon point de vue, simplement parce que l'habit ne faisant pas le moine, nous ne pouvons pas rencontrer pour la première fois un individu et dire tiens, tu as maigri ou que tu as une grosse tête. Non, vous ne savez pas ce qui est derrière chacun. Il y a dans ce pays des mécanismes, n'est-ce pas, qui permettent de désigner des personnes de rien du tout au vu de tout le monde comme des prête-noms sur beaucoup de marchés, sur beaucoup de biens, meubles et immeubles. N'allons pas vite en besogne. Si l'administration fiscale insiste pour avoir, n'est-ce pas, des informations ou oppose des informations, oppose des biens, oppose des soupçons de biens à des requérants, il faut se dire qu'il doit avoir quelque chose. Et il appartient à ces requérants-là, n'est-ce pas, de faire la preuve
de ceux qui ne sont pas propriétaires de ce qu'on leur pose. Et je vais vous donner le cas de l'actuel président de l'Assemblée nationale, qui s'appelle Vlavonou Louis, mais qui, pour la dernière législature, en quête de son quitus fiscal, on lui a opposé des biens qui n'étaient pas ses biens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a ajouté son prénom endogène, son prénom africain à son nom. Parce qu'effectivement, il y avait un monsieur qui s'appelle Louis Vlavonou, propriétaire vraiment de ces biens qui existent réellement. Les biens qu'on a additionnés aussi. C'est pour dire, merci, c'est pour dire que oui. Il faut faire la preuve de ce que, n'est-ce pas, ce qui vous est opposé par soupçon ne vous appartient pas. Et il faut un temps pour le faire. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas mettre la pression sur l'administration des impôts, ou il ne faut pas claironner pour dire je suis exclu, je suis un candidat important. Quel candidat est plus important que qui dans ce pays? Merci à vous, Distel Amoussou, pour votre opinion. Je vous vous avez suivi Distel Amoussou il y a un instant. Il estime que le jeu est ouvert. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui et non, parce qu'il faut arriver jusqu'au bout. Il faut oui, parce que pour l'instant, ce sont les récépissés provisoires. Non seulement ça. Il faut dans l'espérance qu'il n'y ait pas de fautes mineures, qu'il n'y ait pas de fautes majeures. Oui, non seulement que la saison des fautes mineures et fautes majeures ne soit plus, ou en tout cas soit derrière nous, et qu'on juge sur pièce. Il faut qu'on puisse juger sur pièce que, dans toute la mesure du possible, la Direction générale des impôts nous fasse la preuve de sa bonne foi. Vous l'obligez à publier des données personnelles des individus? Ce n'est point de ça. Je comprends les limites qui sont fatalement celles d'une administration, et qui plus est, dispose de données personnelles. Et donc, il y a beaucoup de délicatesse dans l'affaire. Et à contrario, il peut également y avoir de la mauvaise foi. Donc, sachons raison garder, retenons fondamentalement que tout n'est pas perdu pour tout le monde, qu'il y a encore des possibilités de recours. Il y a non seulement du temps pour la Sénat pour examiner, il est vrai, c'est de la pression, c'est du stress. Et c'est des nuits blanches que beaucoup ont dû passer, c'est des comptes qui ont été écumés. Il faut comprendre l'émotion, mais il faut pouvoir apporter les réponses qui se doivent et donner à chacun selon son dû. Et j'espère que certains vont faire amende honorable, que de toutes parts, si c'est la faute de l'administration, si c'est la faute des candidats, je retiens en tout cas que la compression du temps, des délais n'arrange pas les choses, qu'en la matière, il vaut mieux de la régularité pour ne pas être pris au dépourvu, que peut-être les partis de gouvernement comme les CBE, le Bloc républicain, l'UP, et partis qui, en plus, ont participé aux dernières élections, ont peut-être eu une avance en termes de routine d'organisation. Le ministre Adiou nous a révélé tout à l'heure quelle a été l'ingénierie au niveau des FCBE pour se sortir. Grâce à un logiciel non seulement, de mais la Sénat. Il faut avoir pris des dispositions, il faut de la créativité à l'intérieur de chaque parti. Tout vous est donné, mais comment est-ce que vous utilisez ces moyens, ces ressources? C'est peut-être aussi de ça qu'il s'agit. Gageons que l'un dans l'autre, cette affaire soit derrière nous et qu'on en tire les leçons pour améliorer encore le processus. Il est évident que ceux qui ont eu leur ne sont pas dans des conflits d'intérêts. Ceux qui ont pu s'arranger pour mettre de l'ordre dans leurs affaires fiscales de longue date ont les meilleures chances de s'en sortir au plus tôt. Mais c'est également une réalité que l'administration fiscale vous prête souvent beaucoup de choses qui ne sont pas à vous. Il y a au-delà des élections, il y a un travail à faire de ce côté parce qu'il est difficile, enfin, c'est l'histoire du pot de terre contre le pot de fer quelquefois. On connaît non seulement la toute-puissance de l'administration fiscale, sa rigidité à la limite, mais j'ajouterais à sa décharge quand même sa disponibilité pour écouter, pour donner des échéanciers, accorder des échéanciers. Et tant que vous êtes de bonne foi, tant que vous respectez également vos engagements. Gageons que tout ça soit rapidement derrière nous. Vous permettez, Allez, Adiou, vous voulez placer un mot? Ajouter un petit quelque chose, si vous me permettez. En 2019, moi, j'ai eu mon quitus fiscal. En 2020, j'ai eu mon quitus fiscal. En 2022, je l'ai eu. Ce n'est pas dans les mêmes conditions. C'était un peu plus facile en 2020. Il y avait un accord que maintenant en 2022. Un peu global pour. Voilà. Mais je connais des gens. Vous avez des soupçons? Je connais des gens qui ont mis un mois
Moi-même, personnellement, je suis allé à la direction générale des impôts 6 fois avant de retirer mon quitus. Ce que je vais ajouter ici, au niveau des FCBE, on a quand même dit, le CEN a dit le jour du dépôt des dossiers, que nous avons dû recaler, entre guillemets, à notre niveau, des candidats qui n'avaient pas leur quitus et qui n'avaient pas les chances de l'obtenir. Donc on s'est dit, on les recale. Nous avons jusqu'à 6 jours après le dépôt. On a déposé le mercredi. Le quitus fiscal, on peut encore l'obtenir pendant les 3 jours que la Sénat prend pour étudier les dossiers en approfondi. Et après, la Sénat nous envoie ses observations. Et nous avons encore 3 jours, 72 heures. Donc on a 6 jours après après mercredi dernier. J'ai l'impression que les amis qui débattent de ça sur les réseaux sociaux un peu partout cherchent en réalité à se victimiser pour attirer l'attention des électeurs sur eux, de quoi dire, voilà, notre démocratie, notre processus a des failles. C'est vrai qu'il y a des difficultés. C'est un instrument qu'on est en train d'utiliser progressivement depuis 2019, c'est bien ça, hein? Oui, et déjà pour la présidentielle, c'était même en vigueur. Voilà, déjà en vigueur. Donc, je pense qu'au-delà de la victimisation pour toucher le cœur ou la sensibilité des électeurs, il n'y a pas vraiment beaucoup de difficultés. Péril à la demeure, quoi. Dissela Mousso, avant que je revienne à l'Indio, vous voulez réagir tout à l'heure? Oui, pour enchérir ce que venait de dire l'aîné Ataï Guédégbé, pour dire quoi? Il racontait une anecdote. Hein. Vous vous rappelez dans ce pays que dans le cadre de la Covid, le gouvernement béninois avait pris sur lui la responsabilité d'accompagner, n'est-ce pas, les petits marchands en octroyant un appui financier direct. Alors, il fallait donc déclarer pour les artisans quel était, n'est-ce pas, le revenu moyen qu'ils avaient. Mais il a été horrible, enfin pas horrible, il a été curieux de constater que les gens ont multiplié par 5, par 10 les revenus qu'ils avaient. Mais ils ont oublié une chose, c'est que l'administration fiscale note et que l'année qui va suivre ou l'exercice budgétaire qui va suivre, l'administration fiscale va les imposer sur la base de cette déclaration sur l'honneur. Voyez-vous, la tricherie nous rattrape. Toujours. Toujours. Merci à vous. C'est pour ça qu'il faut éviter. Distel Amoussou, une question à l'endroit de Joël Ataï Guédégbé. Nous parlons des dossiers de candidature au niveau de la Sénat. Nous avons eu vent de quelques positionnements de part et d'autre. Est-ce que vous avez également les mêmes informations? De façon générale, quel est le regard que vous posez sur les positionnements qui ont été effectués sur la liste de candidatures déposées au niveau de la Sénat? Non, j'avoue honnêtement que je n'ai pas voulu céder aux rumeurs et que j'attends patiemment que ce soit publié. On a quelques informations. Oui, et quelques on a informations. l'impression qu'il y a eu quand même du tamis de part et d'autre. Si le ministre Radio dit un peu comment ils ont même dû sacrifier certains, j'imagine qu'il y a eu des arbitrages douloureux. Mais est-ce que l'espérance de départ où on pensait voir à travers ces listes-là une volonté de renouvellement progressif de la classe politique, est-ce que cela transparaît dans les listes confessionnelles? Non, c'est trop vite dit. Quand Distel Amoussou ou les porteurs de la liste BR nous annoncent fièrement que il y a 30% de femmes, c'est déjà les 24. C'est pas forcément un scoop. J'aurais voulu entendre dire que vous avez le double, que vous avez 60%. Et quand on parle, oui, enfin, qu'on se rapproche de 40-50% pour les femmes. Bon, là. Et franchement, on aurait... La loi n'a pas imposé les 30%. Non, je ne dis pas ça, mais vous vantiez. La loi ne vous a pas imposé de dire quel pourcentage de femmes ou de jeunes que vous avez. Nous avons dépassé. On espère en tout cas. Et quand vous parlez des jeunes bien positionnés, 45%. Quel est leur statut? Peut-être sont-ils que des suppléants? Peut-être sont-ils en position non éligible? Et on voudrait que ce soit les gens qui sont en position éligible
Et là, ça démontrera effectivement la volonté du parti de faire cette promotion des minorités ou Vous en tout cas de constaterez ceux qui avec la sont publication officielle de notre liste. Voilà pourquoi je préfère. J'aime bien voir Distel Amoussou dans le rôle du défenseur Oui. du bloc républicain. C'est vrai qu'il n'était pas. Non, je ne suis le pas, passé. je ne suis pas un défenseur. J'ai participé. Vous avez adhéré au bloc républicain. Je suis un militant du bloc républicain et il ne vous échappe pas que c'est un parti bien structuré, bien organisé, qui a mis en place la structuration nécessaire pour la confection de sa liste. Alors, Distel Amoussou, on en a appelé chat par un chat. On vous a vu pendant longtemps écrire sur la toile, faire plusieurs posts pour appeler à une volonté de renouvellement de la classe politique parce que vous estimez que la plupart d'autres acteurs politiques n'ont pas véritablement le job et que pour eux, l'Assemblée, c'est leur travail, c'est leur boutique, si je dois répéter vos mots. Et donc, vous avez appelé de tous les vœux qu'il y ait quand même une volonté de pouvoir quand même renouveler un peu la classe politique. Est-ce qu'au niveau du bloc républicain, est-ce que ce vœu-là a été exaucé? Tout à fait. Tout à fait. Vous convenez avec moi que en faisant la sémantique... Est-ce que les carriéristes que vous les appelez, est-ce qu'ils sont encore? Je dis que ce vœu est en cours de réalisation parce que vous observez avec moi que s'il faut faire de la sémantique, le renouvellement n'est pas synonyme, ne veut pas dire la rupture, n'est-ce pas, ou la dislocation générationnelle. Tout à fait, mais Voyez-vous, on aurait espéré que donc, certaines le quêtes permettent... renouvellement est donc un processus. Voyez-vous, c'est un processus. Est-ce que vous êtes positionné? C'est en cela que... Est-ce que vous êtes positionné, Distel Amoussou? C'est en cela que... Vous êtes positionné, Distel Amoussou? Voilà, Vous êtes candidat? C'est une question... Il y a des gens qui auraient aimé vous voir défendre vos idées à l'Assemblée. Alors, pourquoi accourt-on vers un parti politique? On accourt vers un parti politique lorsqu'on est détenteur soi-même d'un idéal. Et votre idéal va croiser les idéaux que porte une formation politique, un parti politique. Et vous adhérez. Vous y allez pour qu'ensemble avec les autres, vous essayez de porter, n'est-ce pas, les idéaux dont vous rêvez. Voyez-vous? Alors, on ne va pas à un parti politique pour un positionnement. On ne va pas à un parti politique parce qu'on veut régler des problèmes d'intérêt personnel. Et vous avez vu que ça a clashé entre RLC et FCBE. Parce que l'un, certainement, est allé vers l'autre dans l'esprit de l'utiliser l'autre comme un tremplin. Nous allons arrêter de dire à la jeunesse, d'enseigner à la jeunesse que la politique est un jeu d'intérêt. La politique n'est pas un jeu d'intérêt. La politique, c'est un milieu de formation. C'est une école de formation à la citoyenneté, au patriotisme. C'est lorsqu'on a fini cela, qu'on porte l'idéal ou les idéaux de son parti politique. Parce que l'objectif, au final, c'est d'aller conquérir le pouvoir et de le gérer. Ce n'est pas sauter du néant, se barder, n'est-ce pas, de l'effigie ou des attributs d'un parti politique pour dire, tiens, je suis prêt à représenter ce parti-là dans telle ou telle autre circonscription. Parce qu'en le faisant, il peut arriver. Et il arrive très souvent qu'on soit déçu. Et lorsqu'on est déçu, on s'installe dans la bouderie, on commence par chercher à faire défection. On y va, on y sort et on y revient pour certains. Je crois entendre le directeur de l'école du parti. Mais c'est intéressant. Allez, on a besoin de rappeler ces principes-là pour que la vie politique s'élève à plus de qualité. Surtout à l'endroit de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, les fâcheries qu'on observe, oui, il y en a qui sont très déçus. Qu'on observe, il y en a qui sont très déçus. Ils ont été très actifs sur le terrain. Ils ont estimé que dans cette volonté de vouloir quand même avoir des têtes plus jeunes, ils ont été très proches des populations et là, ils ne se voient pas positionnés. Est-ce que ça n'aura pas donné de contre-performance? Il faut dire, enseigner à la jeunesse qu'en politique, tout est défi et tout est opportunité. Et je voudrais faire mienne, n'est-ce pas, une citation fond qui est virale aujourd'hui sur la toile, dont l'auteur s'appelle Lazare l'ancien ministre du Commerce. Lorsque vous voyez des sandales aux pieds d'un aîné, même si elles vous plaisent, prenez le temps de mûrir, de grandir. Sinon, même si vous parvenez à les voler,
vous ne pourrez pas les porter. Merci à vous. Et Distel plus Amoussou. simplement, pour faire plus simple, il faut de façon méthodique, pédagogique, tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Allez, Il ne Adibou. s'agira pas de dire aux aînés. Il ne vous laissera pas parler. C'est ce que oui. vous croyez dès le départ. Il ne s'agira pas de dire aux aînés. Il va finir avec les anciens. Il ne s'agira pas justement de dire aux aînés dégagez pour que nous y installons. Ça, je ne dis pas de peut-être dégager, mais donnez-nous un peu de place, n'est-ce pas? Allez, Je ne Adibou. sais pas, il s'adresse à lui. Alors, quels ont été les critères au niveau de FCBE Les critères pour... pour effectuer les positionnements? D'abord, il faut être membre FCBE. Ou si vous venez d'un autre parti politique, tel que la loi l'exige, il n'y a pas d'alliance. Donc, vous démissionnez de votre parti politique et vous adhérez à FCBE. Il faut être à jour. Vous savez, FCBE, c'est un grand parti, c'est l'un des vieux partis sur la place. Donc, et une fois que vous avez rempli ces conditions, disons, primaires, il y a votre engagement, votre background, vos capacités. Si vous êtes membre de FCBE dans les organes, la façon dont vous travaillez, comment vous gérez vos responsabilités, quelles sont vos capacités démontrées dans le pays à affronter les débats politiques. Donc il y a tout ça que nous prenons en compte. Et ça a permis de récolter des centaines d'ambitions. Donc Et là- après, on a tamisé. Donc là, vous êtes dans l'espérance d'obtenir le récépissé définitif au niveau Oui, de la Sénat. oui. Rien ne nous empêchera d'avoir le récépissé définitif. Alors, Joël Ataï-Guédégbé, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des positionnements électifs, c'est ça, hein? Vous avez dit. Oui, Des positionnements puisque c'est un où- scrutin de liste. Où on donc sait les premiers que sont les à mieux. cette place-là, il y a de fortes chances qu'on soit élu. Est-ce que dans les briques d'information que vous avez, est-ce que vous avez quelques acteurs politiques ou quelques personnalités qui ont ces positionnements-là? Oui, certains ont pu négocier ça, sécuriser ou garantir, ont pu garantir cela. Mais ce qui est toujours intéressant lors de la saison des positionnements, c'est qu'il y a des déconvenus, il y a beaucoup de déceptions. Mais parfois, et là j'en viens à la question de la stratégie, est voulue et assumée, peut-être pas toujours au goût de ceux qui sont éventuellement mis en position non éligible d'après eux. Mais c'est aussi pour motiver, ça c'est du coaching parfois, pour pousser ceux qui pensent qu'ils ont déjà victoire acquise, de mouiller un peu plus le maillot pour porter l'ensemble de la liste. Et je suis d'accord avec Distel, la vie dans un parti, l'engagement, c'est un travail d'équipe. C'est pas le dessin d'un individu. Donc, où que le parti vous positionne, il faut pouvoir apporter le meilleur de vous-même, y compris en queue de liste, voire même comme suppléant, où a priori vous n'avez pas de chance de siéger tant que l'autre n'a pas démissionné s'il est élu. Et donc, ce sont autant de règles qui doivent être intégrées. Et c'est en ça que quand le ministre a dit qu'on considère le vécu du candidat dans le parti, ce sont des éléments qui vont progressivement nous amener à avoir une vie politique, une vie partisane plus saine, plus conforme à ce qu'on attend de gens qui représentent quand même le corps social. Au finish, il va falloir que certains avalent des couleuvres. Quelles étaient leurs illusions. Il ne faut pas se voir plus gros que de raison, il ne faut pas se voir encore moins plus beau que tout. Il y a le suffrage universel qu'il va falloir affronter et collectivement. Donc il y a les arguments à travailler, les thèmes de campagne, et au-delà des beaux costumes, des abbadas. je ne cible pas Distel qui vient de rentrer dans le... Rassurez-vous, Non, Distel non, Amoussou non. n'est pas candidat, rassurez-vous. Ah, vous avez répondu enfin. Vous avez répondu. Rassurez-vous, Il a Distel Amoussou répondu. n'est pas Il a candidat. répondu. Bon, il va être intéressant de voir qui sont ceux qui vont figurer sur les affiches. Et il faut qu'on cesse également avec cette tricherie qui consiste parfois, souvent, à mettre la photo du président en exercice. Le soutien au président de la République n'est pas une politique, à mon avis. C'est Donc, pas il une faut offre que- politique. C'est vraiment pas ça. Donc il faut qu'on distingue, notamment quand je prends, je le dis un peu pour reprendre à mon compte quelque chose qui est dit, les deux partis siamois. Il faut nous apprendre à reconnaître chacun d'eux, ce qu'ils nous offrent de substantiel, de différent. Rassurez-vous, il est temps que les blocs Le bloc passent. républicain. Il est temps que les blocs passent au bloc opératoire Mhm. pour que le peuple puisse. Pour une chirurgie esthétique ou bien... Non, pour une chirurgie de démarcation en fonction des idéologies,
en fonction des personnalités, en fonction des structurations de l'organisation et en fonction des offres politiques. Oui, n'est-ce pas? vraiment. C'est-à-dire, il attend que le petit frère se démarque du grand frère. Qui est le petit Qui est le petit frère, qui est le grand frère selon vous? Le VR est le petit frère. Oui, en termes de suffrage. Je n'en suis pas En si termes de sûr. nombre d'élus, Je n'en suis pas si Non, sûr les FCBE aujourd'hui. assument leur Mais j'ai pas statut fini, de... j'ai pas fini. Oui. J'ai dit qu'il est temps que le petit frère prenne de la distance par rapport au grand frère. Je n'en Et suis pas. qu'il assume son autonomie. Et vous m'avez demandé, mais sur quoi je me suis basé? Mais j'ai dit, Pour, mais voilà, pour c'est attribuer le droit d'aînesse. C'est presque la même date de naissance, d'accord? Mais au moins, au finish, quand ils ont fait le premier parcours, il y a un premier, il y a un deuxième. À l'heure où nous sommes sur ce Ok? plateau, Sur la base des élus, que ce soit Mais ça n'est pas content là. Non, Il veut rétorquer. je voudrais- je Il voudrais veut rétorquer. je voudrais rajouter juste un Le élément. À l'heure dernier où nous peut être sommes, premier. Oui, C'est ça bien que sûr. Mais il y a démarcation quand même. Oui, nous sommes au-delà, n'est-ce pas, que ce débat soit politique, nous sommes entre scientifiques et que nous pouvons observer ensemble qu'à la date d'aujourd'hui, n'est-ce pas, au niveau de la législation béninoise, la première force politique au Bénin s'appelle Bloc républicain. Ah bon? Simplement parce que celle que vous ciblez comme étant la sœur aînée ou L'Union progressiste, le frère renouveau, aîné, voilà. n'est-ce c'est ce que vous pas, appelez le bloc républicain. s'appelait Union progressiste. Et celle que vous avez en face aujourd'hui s'appelle Union progressiste, le renouveau, qui, à la date d'aujourd'hui, n'a participé à aucune compétition électorale On voit la ruse. On voit la ruse pour se prévaloir, dans l'argumentaire. n'est-ce pas, de quelques... Elle accueille ses premières dents de lait. Donc, Merci. c'est une force, c'est un bébé qui vient de naître. Donnons-lui l'occasion, n'est-ce pas, de montrer et sa force politique en tant que Union progressiste le renouveau. Alors, Dissela Moussou, je reste avec vous. Dites-nous, est-ce que vous pensez que les 8 partis politiques auront leur récépissé définitif? Et que pensez-vous de l'organisation qu'a fait jusqu'à cet instant précis la Sénat? L'organisation mise en place par la Sénat. Avant de répondre à votre question, je voudrais dire et remercier, n'est-ce pas, les plusieurs centaines de milliers de Béninois qui ont cru au Bloc républicain et qui ont pensé qu'ils étaient à même, n'est-ce pas, de représenter les Béninois à travers le cheval cabré. Il a été difficile, il a été même parfois douloureux par endroits d'arbitrer au niveau de certaines circonscriptions. Voyez-vous, l'estime qu'ils ont et l'engagement dont ils font montre pour représenter les Béninois au sein du Parlement béninois à travers, n'est-ce pas, le Bloc républicain, c'est un engagement légitime. Mais nous allons les appeler. Nous allons les appeler à poursuivre la mobilisation, à poursuivre la matérialisation de cet engagement pour que nous demeurons la première force politique dans notre pays. Vous ne l'étiez pas encore. Hein? L'organisation interne, Vous ne l'étiez pas encore. nous le sommes. À la date d'aujourd'hui, l'organisation interne au niveau du Bloc républicain a permis donc question, oui. de positionner, n'est-ce pas, le plus grand nombre de femmes possible à des positions d'éligibilité. Ça, je réponds à votre question. Le plus grand nombre de jeunes à des positions d'éligibilité. Vous n'avez pas pu observer une fuite de notre liste simplement parce que nous sommes un parti structuré et organisé. Notre liste sera publique, sera rendue officiellement publique après l'avis définitif de la Sénat. Voyez-vous? Donc, pour nous, la victoire est là parce que la détermination est là, l'engagement est là, l'organisation est là. L'organisation de la Sénat, vous avez dit quoi? La situation est là. Par rapport aux sortants au niveau des députés, on peut avoir une idée quand même du nombre de députés sortants, ou de la proportion qui est reconduite. Non, quand on revendique le renouvellement de la classe politique, comment est-ce que les arbitrages ont pu être faits à ce niveau? Puisque je vous ai confirmé... à ceux qui détiennent des mandats locaux communaux, voilà, est-ce qu'il y a une promotion de ceux-là qui ont déjà fait leur preuve? J'y arrivais. Et ainsi de suite. Bon. Je ferai coup en vous répondant que le Bloc républicain a proposé une liste de conquérants, une liste gagnante, qui tient compte
n'est-ce pas, du renouvellement progressif, méthodique, pédagogique de la classe politique de notre pays. Merci, Distel. Parce qu'il y a que pour gagner, et nous sommes restés dans cette logique, la logique de la gagne. Nous avons encore 2 sujets Pour rester dans cette logique, abordés. il y a des personnes Là, qui, politiquement, je ne dirais pas sont indispensables, mais sont obligés d'encadrer la jeunesse montante, la jeunesse espérante, la jeunesse gage de l'espoir du développement de notre pays demain. alors, Jonathan Guénégué, tout à l'heure, Distel Amoussou disait qu'il faut un règlement progressif, méthodique, Et pédagogique. je dirais même intelligent de la classe politique. Mais dites-nous, qu'est-ce qui aujourd'hui justifie aujourd'hui cette volonté des maires déjà en place à vouloir aller au Parlement? J'imagine qu'il y a au minimum l'ambition d'apporter un peu plus à ces niveaux-là de décision. Peut-être également le sentiment qu'on n'est pas à l'aise dans la gestion quotidienne À cause des réformes? Oui, en partie, on peut avoir des désillusions, on peut trouver ça trop fastidieux. Vous savez, c'est pas... Ça pourrait être aussi pour aider à porter sa liste. Oui, ça peut... Voilà, ils ont un ancrage local, on peut... Voilà, donc... Tous ceux qui sont maires et seraient portés candidats élus, donc ne sont pas obligés d'aller siéger non plus. Donc, c'est des stratégies. Maintenant, Dame Rumeur fait savoir que, oui. Bon... Non, il y a la volonté d'avoir... On veut. Beaucoup veulent aller au Parlement parce qu'on estime que le Parlement est plus... Ça va être une décision des instances des partis oui, politiques. après, il y a les privilèges qui sont attachés au statut de parlementaire, le passeport diplomatique, enfin, surtout l'immunité. Et si... Enfin, bon. Chez nous, par exemple, c'est pas ça. Hein. Est-ce qu'au niveau de FCBE, des maires ont manifesté? Nous avons dû demander aux maires d'être candidats. Voilà pour... Chez nous, non. Mais pourquoi vous avez demandé aux maires d'être candidats? J'ai 3-4 exemples très précis en tête. Non, parce que l'administration locale, c'est quand même lourd. C'est quand même lourd. Pour peu qu'on veuille servir directement la population, les électeurs, tout ça, les citoyens, on peut s'estimer heureux d'être déjà là. Absolument. Et ne pas chercher forcément. Donc, j'ai simplement voulu relativiser. Ce n'est pas au niveau de tous les maires que cette volonté s'est manifestée. Non, on peut, vous voyez, le statut de député, voire de membre du gouvernement, parce qu'on pense que c'est mieux, mais on peut être fier, heureux de servir les populations au quotidien, de se réveiller parmi elles et d'œuvrer vraiment pour le développement local à travers la décentralisation. Alors, Alain Déhou, pour progresser dans cette émission, la liste électorale, elle a été auditée. Oui. Elle a été auditée. Oui. Au niveau de la FCB, vous êtes satisfait? La question, je ne la prends pas telle que posée. Si vous me donnez quelques minutes. Nous venons de très loin. L'EPI, ce n'était pas une liste fiable. Les éléments, les informations existent aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la peine d'aller dans le détail. Elle nous a servi pendant 10 ans à faire des élections acceptées. Parce que le peuple béninois, je crois, se nourrit fondamentalement de paix. Donc, ce n'est pas ça la référence, la LEPI. Mais il y a que la loi a dit assez récemment que désormais, la liste électorale va sortir du fichier national de population, donc le registre national de la population, de personnes physiques, si vous voulez. Ce registre a été constitué sur la base du recensement, le RAVI. Administratif à vocation d'identification de la population. L'ANIP, qui gère tout ce volet-là, c'est pas la mission de l'ANIP, c'est pas une mission électorale. On recense le pays. Vous savez, comme je le disais à certains amis, depuis 60 ans, depuis 1960, l'indépendance, nous avons géré notre pays sur la base de statistiques relatives, c'est de l'à peu près. Je vais donner ici un seul exemple. Quand j'étais au gouvernement, Mathieu Kérékou, il est arrivé un moment où le PNUD a déclassé le Bénin. Quand son rapport devait sortir, il a écrit au gouvernement. C'est le ministre chargé du plan qui a reçu le papier, demandant donc au gouvernement
d'actualiser ces chiffres, disons ces statistiques. Le ministre du Plan a saisi les ministres sectoriels et leur a demandé de faire l'exercice au niveau de leur secteur et de remonter pour que lui, il agrège. Il a attendu de façon infructueuse. Les ministres sectoriels n'ont pas répondu. Donc, le gouvernement du Bénin n'a pas répondu au PNUD. Le PNUD a donc gardé les statistiques de l'année précédente sans retouche. Les autres pays ayant évolué, ayant donné des statistiques actualisées, le Bénin a été déclassé. Et nous avons perdu beaucoup de rangs. Alors, c'est un exemple. C'est un élément qui permet de dire, ça suffit, il faut que notre pays se modernise et travaille de façon consciente. On ne gère pas la construction des écoles, des maternités, etc., sur le coup de tête du patron, du chef, non. C'est les informations que donnent les recensements liés à la population. C'est ça qui permet de planifier le développement. Donc, lorsque en 2003, j'ai été mis en situation de réfléchir à ce projet-là, nous l'avons fait avec beaucoup d'entrain et beaucoup de patriotisme pour servir le pays. Il s'est fait que la politique est passée par là et on a fait tout ce qu'on a fait, etc. Après 15 ans ou 16 ans aujourd'hui, oui. M. Gougbedji est en fonction. Je le félicite, je le soutiens, je le dis ouvertement parce qu'il a été à la source. C'était un ancien collaborateur. C'était mon directeur technique. Oui, il faut d'autant plus le noter. Il faut le souligner. Je le dis. Au service de la présidence de la République pendant que monsieur a dit ouais. Donc c'est lui qui est le numéro 1 de l'ANIP aujourd'hui. Il le fait bien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Donc, eux, ils sont en charge de recenser et de monter le registre et permettre aux différentes utilisations d'être faites. La loi a demandé que l'on tire du RNPP les citoyens qui ont 18 ans et plus. Ici, beaucoup ont dit que les chiffres donnés sont élevés, ils ont parlé de statistiques gonflées. Non. Ce sont des statistiques exhaustives. Qu'est-ce qui se passait avant? Quand les élections approchaient, on gongonnait, on demandait aux gens, les institutions chargées des élections, demandaient aux citoyens, vous qui avez 18 ans et plus, ou supposez 18 ans et plus, qui voulez voter, sortez pour venir vous faire enregistrer. Aujourd'hui, on ne dit plus ça. Puisque vous avez fait le RAVIP, vous avez donné vos pièces, votre acte de naissance est connu, sur cette base-là, l'ANIP peut dire, le 8 janvier 2023, voici ceux qui auront 18 ans et plus. C'est ce qu'on lui a demandé. Et ils ont établi ces chiffres-là. Aujourd'hui, on a 6 599 223 électeurs potentiels. 6 599 223. Répartis dans 7 985 centres de vote. 7 985 centres de vote. Les centres de vote vont être éclatés après en bureau de vote. Ça, c'est l'Assemblée, la Sénat qui le fera. Mais le travail qui a été fait. Oui, ces chiffres-là, nous les avons eus, je dirais, à l'issue de l'audit qui a été fait. Quand on s'est retrouvés, il y a eu 7 partis politiques, 2 représentants, enfin 2 associations de la société civile et les responsables de l'ANIP avec les techniciens. Les partis politiques aussi sont venus avec des techniciens pour faire le travail. C'était participatif? C'était participatif. Au départ... Inclusif, si vous voulez. Inclusif. Au départ, nous avons mis en place... Il y avait un protocole pour l'audit. Nous avons étudié le protocole et nous nous sommes mis d'accord. On dit, OK, nous allons suivre le protocole. Et on a démarré les travaux. On les a fait, les travaux, jusqu'au bout, pendant 5 jours. C'est vrai qu'on a constaté qu'il y a des difficultés. Il y a des insuffisances. Je donne un exemple. Aujourd'hui, il y a possibilité de trouver sur la liste, parmi les 5 599 223, vous trouverez au moins un Béninois qui ne pourra plus voter ou qui ne devrait plus pouvoir voter parce qu'il est déjà décédé. Mais il est décédé, mais son nom y est encore. Pourquoi? Parce qu'il avait fait le RAVIP avant de décéder. Quand il est décédé, sa famille, sachant qu'il faut faire les déclarations, ils ont fait les déclarations. Mais les déclarations sont au niveau des mairies. Il n'y a pas eu encore la relation entre les mairies et l'ANIP. Donc, l'ANIP ne peut pas être informé que ce monsieur-là est déjà décédé pour prendre en compte son décès et l'éliminer. Il y a des cas comme ça. Il y en a qui se basent sur ça pour dire c'est une liste gonflée. Je leur dis non, ce n'est pas une liste gonflée. Ce qu'il faut faire, c'est nous avons 6 millions et quelques.
il faut être vigilant Absolument. pour que ce jour-là, les gens qui ne sont pas supposés aller voter ne le fassent pas. Je finis. Oui. Est-ce que l'audit dissipe les inquiétudes? L'audit dissipe massivement les inquiétudes. Je donne un autre exemple. Les jeunes, les plus jeunes, qui ont 18 ans, le 8 janvier, qui ne savent même pas qu'ils sont sur la liste. Nous avons obtenu, après le travail, que l'ANIP informe les 6 millions et quelques nommément et leur disent votre centre de vote est tel, et à tel endroit. Et vous l'avez reçu. Je peux confirmer sur ce point que avant-hier, moi j'ai reçu un message SMS pour me préciser mon centre de vote. Voilà. Alors, si vous êtes un primo-votant, si vous êtes un nouveau votant, vous recevez le papier, l'information sur votre smartphone, vous dites, ah, est-ce que moi je suis votant? Je ne savais même pas. Au moins, c'est une information qui vient jusque chez vous pour vous dire, vous êtes votant. Si vous ne voulez pas voter, libre à vous de ne pas aller voter. Mais, lorsque nous avons un chiffre aussi important, si les gens ne vont pas voter parce qu'au Bénin, le vote n'est pas encore obligatoire, il se peut donc que les non-votants soient plus nombreux ou bien soient très nombreux. L'abstention donc peut être très élevée si les gens ne sont pas informés qu'ils sont votants et ne se déplacent pas. Donc il faut tout faire pour que les gens se déplacent massivement pour aller voter. L'autre chose qu'il faut éviter, si les gens ne se déplacent pas, qu'est-ce qui peut se passer? Nous avons vu des images il y a quelques mois, quelques années où d'autres personnes vont estampiller à la place, etc. Donc on évite tout ça. Donc la liste, elle est acceptable. Lorsque nous avons fini l'audit, nous avons dit quel est le qualificatif qui correspond à cette liste-là. Nous avons dit ce n'est pas une liste fiable. Non, on ne va pas utiliser les mots pour tromper. Non, c'est une liste qui est bonne, c'est une liste qui est acceptable, qui garantit la paix. Dans la transparence, on peut faire le vote. Pour corriger ou aider à corriger les insuffisances, ceux qui ont fait l'audit ont adressé des recommandations aux institutions en charge des élections et au gouvernement. Merci. Donc voilà le travail qui a été fait. L'audit a été fait de façon transparente, de façon ces explications. Voilà, et ça a permis de calmer les uns et les autres. Il suffit maintenant de s'engager dans le combat qui reste à faire. Distel Amoussou, vous voulez dire un mot? Non, le mot que je pourrais dire sur ce point précis, c'est d'inviter les parents des primo-votants à accompagner le processus en informant les enfants précisément, en les amenant et en faisant les contrôles nécessaires avec eux pour qu'ils sachent d'abord qu'ils sont votants, qu'ils sont libres de voter et que s'ils le désirent, qu'ils aillent voter effectivement. Cela va régler sensiblement le problème du taux d'abstention. Déjà parce que lorsqu'il n'y a pas d'information, l'enfant qui n'a jamais fait cet exercice ne pourra pas s'inscrire dans le mental, dans la posture d'aller faire cet exercice-là. La deuxième chose, c'est d'inviter les forces politiques, n'est-ce pas, en compétition, à l'exercice de la surveillance et de l'autosurveillance, pour que ce qui a été illustré par le ministre Adiou ne se produise pas. Il faut que chacun puisse marquer sa présence, n'est-ce pas, dans les bureaux de vote, effectivement, et que chaque formation politique puisse jouer le rôle de veilleur les uns sur les autres, pour que le processus soit sécurisé par tous les acteurs. Merci à vous. Pour crédibiliser, n'est-ce pas, le scrutin. Joël Ataï-Guédégui, sur la même question. Non, il est heureux qu'on arrive à ce dénouement parce que porter le poids des suspicions, des invectives dans un processus électoral n'est pas désirable. Donc, on peut dire que la liste, sans risque de se tromper, est fiable. Non, vous n'avez pas écouté. Elle est acceptable pour les acteurs. Aucune œuvre humaine avec ses défauts, avec ses insuffisances. Soyons parfaite. C'est une liste perfectible dans ce qu'on dit. Parce que les morts qu'on a accumulés depuis 10 ans, quand même, ils ne sont pas sortis. Et il pourrait y avoir la tentation de voter à leur place s'il n'y a pas de la surveillance. Donc, je suis heureux d'entendre les responsables de partis qui sont devant moi dire qu'un des maîtres mots pour fiabiliser le scrutin, ça va être la surveillance mutuelle. Il faut aller jusqu'au bout des possibilités de ce que la loi a donné déjà comme gage de transparence. Et ce n'est pas encore acquis. Donc, pas à pas, il faut s'investir pour que ces élections
soit crédible au bout, mais c'est de l'engagement des uns des autres à jouer leur rôle, leur partition, qu'on aura quelque chose d'acceptable, d'aussi fiable que possible, en tout cas qui va refléter, je l'espère, la sincérité du vote. Pour que demain, personne ne puisse se proclamer « on a volé ma victoire ». Oui, malgré les insuffisances, elles sont nombreuses, et il faut le dire, mais on n'en est plus à cette étape-là. La liste a été validée. Il faut continuer le chemin du processus électoral et il faut féliciter l'ANIB. Retenir ça comme un exemple. D'aucuns parlent de jurisprudence. Je n'irai pas dans ces termes définitifs-là. Il ne faut pas être rigide dans l'utilisation des mots, des expressions. Il ne s'agit pas de dire que la loi n'a pas prévu ce taudis, donc on ne le fait pas. Mais chaque fois qu'on peut faire, qu'on peut mettre mieux faire preuve d'ouverture, d'esprit mettre le plus de mesures de confiance en place quand la loi, quand le droit ne l'a pas prévu, il ne faut pas s'en priver. On voit le gain énorme qu'on a de l'ouverture d'esprit du mandataire de l'ANIP, et pour ne pas dire du gouvernement, parce qu'il en relève. Donc c'est un gros soupçon qui est derrière et qui honore le gouvernement. Et c'est la bonne foi du gouvernement. Merci à vous, Joël Ataïguédégui. Et qui honore aussi l'opposition d'avoir reconnu. Merci à vous, Joël Ataïguédégui. Merci également à Léa Diou. Merci également à Distella Moussou. Nous sommes pris par le temps, mais j'avais annoncé à l'entame de cette émission que nous allons quand même dire un mot sur un sujet d'actualité qui quand même suscite beaucoup de commentaires sur la toile, le retour, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous un militant exceptionnel, de rang exceptionnel, au niveau du bloc républicain. Distella Moussou, dites-nous, Karamat Fagourou est-elle réellement revenue au bloc républicain? Si oui, quelles ont été les émotions qui ont animé les uns et les autres? On dit dans notre culture, dans notre sociologie, qu'il n'y a pas de tas d'immondices pour enfants. Et il est apparu à mes yeux dans la Bible que l'enfant prodigue, lorsqu'il est retourné à la maison, on ne lui a pas imposé le retour forcé. On ne l'a pas déshérité. On ne l'a pas chassé. Madame Karamatou Fagbouron est notre fille, c'est notre sœur, c'est notre camarade. Comme chacun de nous, tout être humain peut avoir ses moments d'égarement. Ce qui n'est pas pardonnable n'est pas la faute, mais c'est la persistance dans la faute qui pourrait paraître gênant. Je ne veux pas dire diabolique. Nous nous souhaitons la bienvenue chez elle et nous espérons que ce moment d'égarement sera derrière nous. Sa famille, le bloc républicain, est bien gardée au moment où elle n'était pas là. Qu'elle s'y plaise, qu'elle ressorte son engagement, l'engagement politique qu'on lui connaît, sa détermination politique qu'on lui connaît, et qu'elle remporte le défi de la victoire de sa liste, de son parti dans sa circonscription électorale. Ça va être déjà pour sa fierté et pour son honneur. Je vous remercie. Léa Diou, sur le même sujet, avant de conclure? Non, pas de commentaire. Pas de commentaire. Non, c'est regrettable, ça va-et-vient là. Même c'est sagesse de reconnaître qu'on s'est trompé. Non, pas de commentaire particulier. Joël Ataïguédégui? Nos commentaires, espérons que tout va se stabiliser pour rendre la vie partisane plus enviable, plus respectable. Puis j'ajouterai quand même pour des positionnements attendant de savoir si tel autre candidat, telle autre personnalité célèbre n'aura pas été positionné. Je ne citerai pas de nom. Les réseaux sociaux avaient voulu se faire l'écho d'une candidature retentissante. C'est du droit de chacun. Il ne faut pas faire fixation. Il ne faut pas faire fixation sur les personnes. Aucunement. Il faut dédramatiser. Vous avez une idée de la personne? Il faut s'intéresser aux partis politiques. Vous avez une idée de la personne? Il faut s'intéresser aux offres politiques et il faut s'intéresser, n'est-ce pas, à la réussite
de la réforme du système partisan dans notre pays. Merci à vous, dit Stella Moussou. Je rappelle aux amis internautes que vous êtes désormais militant du Bloc républicain. Je rappelle que vous étiez et vous êtes toujours consultant média communication, analyste politique. C'est avec un plaisir qu'on vous a reçu ce samedi matin. Merci également à Alain Adiou, ancien ministre de la République, conseiller politique et membre du bureau politique du parti politique Force Coï.ben émergent FCBE. Et merci à Joël Ataïgedegbe, expert en gouvernance, analyste politique. Merci à tout un chacun pour les contributions diverses pour la réussite de cette émission. Merci également à vos chers amis internautes. Sans vous, ce programme n'aurait raison d'être. Merci de nous préférer pour vous informer. Merci de nous préférer pour suivre l'actualité politique au Bénin. On se retrouve demain dimanche pour l'invité. Bonne suite de programme sur ESAE TV.